Que ce soit pour une vidéo, un podcast, une voix off, parler sur Discord, Skype ou autre, nous utilisons de plus en plus souvent un micro. Quand on s'y connaît pas, on se retrouve souvent avec un son de mauvaise qualité. Et sachant que l'audio est selon moi aussi important, voire plus important que la vidéo, il faut y remédier. Comment faire? On voit ça tout de suite. Il existe sur le marché plusieurs types de micros, mais deux le dominent, les micros statiques et les micros dynamiques. Les micros statiques sont des micros qui ont la particularité d'être très sensibles. Ils vont capturer le son avec précision et avec une grande richesse. Et globalement, leurs avantages s'arrêtent ici. Car derrière, ils sont généralement plus chers que les micros dynamiques, sont très sensibles au bruit de manipulation, sont très fragiles, sont très sensibles à la réverbération, c'est-à-dire l'écho, et nécessitent donc une pièce traitée. Vous l'avez sans doute compris, je ne recommande pas ce type de micro pour quelqu'un qui souhaite débuter. Et pourtant, vous connaissez sûrement des micros de ce type, comme le très populaire Blue Yeti ou bien le Burd UM1, que la plupart des débutants utilisent. Les micros dynamiques, quant à eux, sont souvent moins chers que les micros statiques, plus résistants et sont moins sensibles à la réverbération. Ils sont très utilisés sur scène, pour le chant par exemple, mais sont tout à fait utilisables pour une autre tâche. Côté désavantage, le son est moins précis que celui des micros statiques et il est nécessaire d'être plus proche du micro, car il sera moins sensible. Vous connaissez ce type de micro que vous voyez régulièrement sur scène, dans les studios radio ou parfois sur YouTube, par exemple le célèbre Shure SM7B. Mais c'est bizarre tout ça. Comme on l'a vu, un micro statique est plus cher, nécessite de traiter sa pièce d'enregistrement, est fragile, a besoin de plus de réglages pour donner un bon son. Alors pourquoi tout le monde débute la plupart du temps avec un micro de ce type ? Eh bien, j'ai ma petite idée. L'écrasante majorité des micros USB sont des micros statiques. Et un micro USB, contrairement à un micro XLR, ne nécessite pas d'interface audio et peut être branché directement en USB. Si vous vous demandez ce qu'est une interface audio, c'est une sorte de carte son externe plus développée qui vous permet de brancher, selon ce qu'elle propose, un micro, un casque, des enceintes, un piano, une guitare, etc. Cela dépendra bien sûr de l'interface. Il faudra la choisir en fonction de vos besoins. Pour en revenir au micro USB, le confort d'utilisation plug and play serait donc la raison pour laquelle il est majoritairement choisi par le grand public. Et pourtant, un micro XLR n'est pas difficile à installer non plus. C'est peut-être le mot XLR qui est frais. Il y a 3 lettres dans les deux mots pourtant. On branche donc le micro à une interface audio avec un câble XLR, puis on branche l'interface audio à l'ordinateur par USB. Vous pouvez donc vous procurer un micro dynamique et une interface audio qui, à eux deux, vous donneront un son bien meilleur que celui d'un micro USB sans avoir besoin d'une pièce ultra traitée et pour moins cher. Sachez qu'il existe également des micros statiques XLR, mais encore une fois, ils sont plus chers et nécessitent une pièce traitée. Je ne vous recommande ce type de micro que si c'est pour une tâche spécifique, par exemple de la voix off, mais assurez-vous d'avoir une pièce avec le minimum de réverbération possible. Je ne parlerai pas des micro-casques qui ont une qualité de son exécrable, et ce, quel que soit le prix. Fuyez à tout prix ce type de micro si vous souhaitez avoir un son digne de ce nom. Avoir un bon micro c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, et on va viser là un point très sensible, le traitement du son. Le traitement du son est essentiel. C'est grâce à lui que votre musique préférée sonne bien à l'oreille, que vous appréciez regarder un film, ou encore que la voix de votre youtubeur favori est agréable à écouter. En fait, lorsque vous enregistrez dans votre micro, le son capturé directement est ce que l'on appelle le son brut, c'est-à-dire le son non traité. Il ne faut surtout pas le diffuser comme ça. Il faut y ajouter plusieurs choses, sinon il sera très fade, voire désagréable à écouter. Cela ne sera pas nécessaire dans tous les cas, et aussi certains micros ont un son de base plutôt décent, mais c'est vraiment non négligeable si vous souhaitez proposer un contenu qui paraît un minimum pro. Pour vous donner un exemple, voici le son d'un Shure SM7B non traité. Et le voici avec traitement. On remarque un changement, même si on peut se dire que le son de base est correct. Mais souvenez-vous, nous avions dit qu'un micro dynamique, comme celui que vous venez d'écouter, était moins sensible au bruit ambiant. Par contre, avec un micro statique, qui est beaucoup plus sensible, comme le Blue Yeti par exemple, ça passera beaucoup moins bien. Quoi qu'il en soit, micro dynamique, statique ou autre, le traitement du son est une case essentielle à cocher pour offrir un résultat décent à vos auditeurs. Un micro bas de gamme avec un bon traitement donnera la plupart du temps un meilleur son qu'un micro haut de gamme sans traitement. Maintenant, je ne vais pas vous faire un tutoriel sur comment mixer votre son, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais je vais vous donner déjà plusieurs pistes. N'enregistrez pas à un niveau trop élevé. Pour faire court, on place le son sur une échelle qui peut aller de -80 à 0 décibels. Le 0 représente la valeur maximale sur cette échelle et -80 le minimum. Si vous dépassez 0, c'est cuit. Votre son sature et c'est irrattrapable. Enregistrez donc toujours à bas niveau, pas trop bas non plus car sinon en remontant le son vous allez remonter aussi tous les bruits de fond,
Mais par exemple, moins 18 décibels sera une valeur très raisonnable. Éliminez vos bruits de fond. Peu importe le logiciel que vous utilisez, vous avez souvent une option du type pour le faire. Il y a quasiment toujours un bruit de fond constant là où vous enregistrez, surtout si vous êtes éloigné du micro. Essayez donc de parler plus proche du micro en baissant la sensibilité ou utilisez les outils fournis avec votre logiciel pour supprimer les bruits de fond. Amusez-vous à découvrir d'autres traitements. Vous avez également d'autres effets très utiles, comme le traitement de la dynamique, l'égaliseur, le gate et bien d'autres. Le monde du son est extrêmement vaste et complexe. Si vous souhaitez progresser, faites des essais avec chaque traitement et formez-vous théoriquement. On abordera ces paramètres dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur les micros que je recommande selon votre budget, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Je vous prépare également une vidéo sur un retour de 2 ans d'utilisation du Blue Yeti, et honnêtement, ne faites pas la même erreur que moi. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout vous abonner, c'est vraiment important pour faire progresser la chaîne et ça me motive énormément à produire plus de contenu. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ou sur le Discord si vous avez des questions ou bien un sujet que vous souhaitez que j'aborde en vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine.